Donc, bienvenue à ce dernier cours de construction des compilateurs. Le cours du jour est un petit peu spécial, c'est un petit nouveau, et je ne l'ai jamais fait ce cours-là. C'est Roland qui l'a mis au point, et je vais le découvrir avec vous. Bon, j'ai un peu répété quand même. Je vois à peu près ce que c'est que la programmation générique, mais voilà, c'est une nouveauté. Alors, ah oui, puis j'ai la télécommande depuis ce matin, je ne sais pas ce qui se passe, mais la télécommande, il faut appuyer à gauche pour aller à droite et à droite pour aller à gauche. Et je vais essayer de me reprogrammer. On va commencer par introduire un petit peu les définitions de qu'est-ce qu'on appelle la généricité. Comme dans l'habitude du cours de typologie du langage, on va plutôt aller regarder du côté des anciens et on va parler du premier langage qui en a introduit les concepts qui s'appelle CLU, CLU. Ensuite, on parlera d'ADA parce que ADA... CLU, on ne peut pas vraiment dire que ce soit un langage avec une portée industrielle majeure, mais ça a été indiscutablement le langage qui a inspiré les suivants, un peu comme Algol. Algol, sa percée industrielle est quand même assez limitée, mais il a quand même influencé tout le monde. Et donc ADA est le premier langage à avoir une vraie portée industrielle, à avoir récupéré ses idées et à en avoir fait quelque chose de propre. Et puis, tiens, en parlant de quelque chose de propre, après on va parler de C++. Je vous laisse imaginer. Bon, quelques définitions. Je vous laisse lire, j'ai un café. Alors je vous laisse lire tout le texte, mais évidemment c'est les mots qui sont en emphase rouge qui sont les mots qui vont nous intéresser. Et donc nous avons ici le fait que la programmation générique est une sous-discipline de l'informatique qui s'occupe de trouver les abstractions, les représentations abstraites d'algorithmes efficaces. C'est assez intéressant de voir ces deux mots mis côte à côte. Un algorithme, on pense quand même à implémentation, et pourtant c'est tout de suite mis à côté de abstraction. Donc des représentations abstraites d'algorithmes efficaces, de structures de données et d'autres concepts logiciels, ainsi que leur organisation bien structurée, bien systématique. L'objectif de la programmation générique est d'exprimer des algorithmes et des structures de données dans une forme largement adaptable, interopérable, qui permettent leur utilisation directement dans la construction logicielle. Les idées clés, exprimer les algorithmes avec un nombre d'hypothèses minimales au sujet des abstractions sur les données et les rendre les plus interopérables possibles. Autrement dit, essayer de s'éloigner quand on exprime un algorithme, d'essayer de s'éloigner de ce que peuvent être véritablement les données, mais d'essayer de reposer uniquement sur quelles sont les opérations dont j'ai besoin sur ces données, de façon à ce qu'on puisse ensuite appliquer nos abstractions sur les cas les plus larges. Et puis, partir d'un algorithme bien concret, bien connu, prenez l'algorithme de votre choix, par exemple le tri ou la recherche dichotomique ou des choses comme ça. Donc partir d'un algorithme bien concret et essayer de le pousser jusqu'à son extrême d'abstraction, de façon, on imagine bien, en remontant en abstraction, on augmente les types concrets sur lesquels notre algorithme peut être exécuté. Donc arriver à remonter le plus haut possible dans la hiérarchie des types, de façon à avoir le moins d'hypothèses possibles placées sur vos types. Mais ça, on se refuse à le faire au détriment de l'efficacité. On cherche à remonter un algorithme concret dans sa forme la plus abstraite, mais sans compromettre les performances, ce n'est absolument pas le but. De ce point de vue-là, on est un peu éloigné de la tradition de l'enseignement de l'algorithmie qui repose sur les types abstraits de données. Les types abstraits de données, on n'est pas très loin de la programmation générique. C'est cette idée que un type abstrait de données, c'est quelles sont les opérations que j'ai le droit de faire sur ce type. Le type abstrait de données pile, par exemple, vous savez bien, c'est push, pop, éventuellement tester si ma pile est vide. C'est une toute petite API avec quelques fonctions guère plus. Ce qui est différent de la structure de données avec laquelle ma pile est implémentée. Ça pourrait être une liste chaînée, une liste simplement chaînée, ça pourrait être un vecteur, ça pourrait être encore d'autres choses. Il n'empêche que, vu d'un point de vue abstrait, ma pile n'a qu'un certain nombre de comportements possibles, qu'une certaine API bien limitée, et c'est ça qu'on appelle les types de données abstraits. Donc on n'est pas très loin, mais vraiment l'idée clé ici, c'est qu'on va prêter grande attention aussi à combien coûtent nos opérations, y compris nos opérations atomiques.
Donc on cherche à aller vers la forme la plus abstraite, de façon à ce que quand on va la spécialiser, cette structure, et qu'on lui donne des vrais types, eh bien, qu'on n'ait pas perdu en performance, on doit être équivalent à l'algorithme originel. Et puis si d'aventure le résultat de l'abstraction n'est pas suffisamment général pour pouvoir couvrir tous les cas d'utilisation de l'algorithme, eh bien ma foi, si ce faisant, en allant vers l'abstraction, dans certains cas vous perdez en performance, eh bien on va vouloir faire en sorte que notre architecture, notre système nous permette de spécialiser les appels à l'algorithme de façon à sélectionner, quand on est dans cette situation-là, à sélectionner la version la plus performante. Donc il s'agira de donner à l'utilisateur une sensation de totale uniformité. Il est toujours en train d'attaquer une structure qui est générique, mais en réalité, peut-être qu'on va détecter que dans certaines situations, une implémentation plus spécialisée ferait mieux son travail, et auquel cas on veut avoir les moyens de pouvoir faire ça. Et puis ma foi, si cet algorithme, il en existe plusieurs variétés qui ont des comportements en termes de performance qui varient selon les cas, eh ben, donnons chacune de ces possibilités. Les parcours de graphes, comme exemple qui me viennent en tête, vous savez qu'il y a beaucoup de façons de faire des parcours de graphes, ou même des recherches de plus courts chemins. Il y a différentes techniques et ma foi, elles n'ont pas toutes les mêmes avantages. Quand on regarde finement, dans certains cas, il vaut mieux utiliser d'argent, dans d'autres d'extra. Enfin, selon les cas dans lesquels vous vous trouvez, il y a telle ou telle variété qui peut être plus adéquate. Donc voilà, tout ça sous-entend évidemment qu'on ait réussi à faire une bonne nomenclature, qu'on ait bien compris le problème, qu'on ait bien réussi à modéliser le domaine et caractériser donc les performances de chacun de ces algorithmes. Voilà les idées clés. Bon, maintenant, côté implémentatoire et en particulier côté langage, qu'est-ce que ça a donné? Je vous présente Barbara Liskov, dont vous avez peut-être déjà entendu ou lu le nom, Liskov, parce que dans les choses qui sont passées à la postérité, elle est toujours vivante, hein, dans les choses qui sont passées à la postérité, il y a le principe de substituabilité de Liskov. Et le Liskov en question, c'est la Liskov que voilà, c'est Barbara Liskov. Bon, voilà, elle est de 1939, elle a fait ses études à Stanford. Mine de rien, elle a fait une thèse dirigée par John McCarthy. John McCarthy, Lisp. C'est une enseignante au MIT. Elle est à l'origine de plusieurs systèmes, y compris elle a travaillé dans les OS. Mais ici, ce qui va nous intéresser, c'est parler de clou. Ça s'écrit CLU, ça se dit clou. Même si on verra l'étymologie de clou, on devrait plutôt dire cle, mais on dit clou. Pardon. Je ne sais pas si ça change grand-chose, en fait, parce que le son doit venir de l'intérieur aussi. Ah, c'est la... Ah, d'accord. Mais c'est le dernier cours, j'aurais dû le savoir avant, je suis désolé. Je viens de lui déchiqueter les oreilles. Elle est la récipiendaire de deux titres honorifiques dans le monde de l'informatique que vous connaissez, la médaille de Neumann et puis le Turing Award. Bon, c'est vrai qu'on va à gauche. Les premières idées remontent à 1974. Les premières idées de la programmation générique qui apparaissent dans Clou. Clou n'existait pas encore, il ne s'appelait pas comme ça, il y avait les idées. Mais voilà, alors, les choses qui ont été introduites dans ce langage, l'abstraction de données avec l'encapsulation, hein, faire en sorte que les choses soient bien ensemble. Son équipe avait été inspirée par le travail qui a été fait sur Simula. Les itérateurs apparaissent. On cherche à rendre abstrait le concept d'itération. Les itérateurs apparaissent. On va avoir les variantes. On va avoir des petits sucres syntaxiques fort sympathiques, comme par exemple l'affectation multiple, comme on peut la trouver, mettons, dans Python ou surtout dans des langages récents. Et puis les modules paramétrés. En Clou, les modules s'appellent des clusters. Mais en fait, Clou, ça vient des 3 premières lettres de cluster. L'idée clé, c'est les modules, et ils appellent ça des clusters, qui regroupent le type de données et les opérations qu'on peut porter dessus. Autrement dit, là, ça ressemble vraiment beaucoup, en tout cas dans l'idée, à ce qu'on appelle les types abstraits de données. Et puis, on a déjà le polymorphisme paramétrique, c'est-à-dire le fait que derrière une écriture unique, il puisse y avoir une variété de types mis en œuvre.
Au départ, dans l'implémentation, les paramètres étaient vérifiés au runtime. Ensuite, ils ont rajouté des clauses d'exigence. Ouais, requirements. Comment vous diriez requirements? Exigence? Des clauses qui permettent d'exprimer les contraintes que vous voulez poser sur les paramètres qu'on peut fournir. Et puis, là, on voit bien l'approche universitaire, bien pure, bien élégante. C'est à l'intérieur d'un module, on a le droit d'utiliser que les opérations qui font partie de la déclaration des opérations possibles. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il n'est pas écrit que c'est possible, c'est que c'est impossible. C'est invalide. Donc vous êtes vraiment garanti, vous avez l'obligation de programmer d'une façon abstraite. En C++, par exemple, si vous êtes paramétré par un type T et que vous vouliez exiger que T a telle et telle et telle et telle propriété, ça n'empêchera pas le code de continuer de marcher si vous utilisez une propriété que vous n'avez pas listée dans les requêtes que vous avez sur vos paramètres. On en parlera par la suite. Tout ça, ça a permis d'aboutir au fait que les modules étaient complètement paramétrés et vérifiés compile time. En revanche, ce n'était pas comme en C++ de la génération de liste d'int et liste de float, ils n'ont rien de commun. Bon, là, à l'époque, ils avaient quand même des choses en commun. C'est du polymorphisme comme on le retrouve avec Java ou avec C#, c'est du type erasure. La syntaxe, voilà à quoi ça ressemble. On annonce que set est un cluster, donc un module qui est paramétré par le type T, et il nous fournit les opérations create, member, size, etc. Ça, c'est les opérations que vous exportez. Et ici, vous exprimez ce que vous exigez. Et on a vraiment une signature qui est toute petite ici, puisque les seules choses qu'on exige, c'est que le type T est une opération equal dont la signature est TT. Je prends deux éléments de type T et ça me retourne un booléen. C'est vraiment le cas de base. Et quand vous êtes en train d'implémenter set, les seules opérations auxquelles vous aurez droit ici, c'est véritablement equal et rien d'autre. Côté implémentation, donc, ce sont des notions que maintenant vous connaissez puisque vous pratiquez le C++. En tout cas, on essaye de faire en sorte que vous le pratiquiez. Mais il y a cette idée d'instanciation d'un module. La syntaxe d'instanciation, c'est celle qu'on peut deviner. Il y a la possibilité d'avoir de l'instanciation dynamique. Les contraintes pour un module donné sont représentées par un objet. Il y a quand même un peu d'introspection si vous voulez. Il y a la possibilité de garder du code qui est commun, de faire en sorte, ça c'est quand même un des défauts du C++, c'est justement par le fait qu'il n'y ait pas de type erasure, il y a un peu trop de bruit. Comme globalement vous êtes silencieux, ceux qui font très peu de bruit font déjà un peu trop, je suis désolé. Il faut dire aux autres d'être plus bruyants si vous voulez être discret. Donc, ce que je disais, c'est qu'un des défauts majeurs du C++, c'est le code bloat. Les points hauts que vous pouvez récupérer sont absolument considérables parce que votre code template, il est liste d'int, liste de float, ça donne deux points hauts complètement différents. Jusque-là, tout le monde me suit? Pourtant, là-dedans, il y a plein de choses qui sont complètement identiques et qui n'ont absolument pas besoin d'être implémentées deux fois. Je pense à empty, par exemple. Tester si une liste est vide, c'est exactement le même code et on se moque totalement de savoir si c'est une liste de T ou une liste d'int ou une liste de double. Voilà. Rien que par là, on se rend compte qu'on paye deux fois l'implémentation de empty ou trois fois ou n fois selon que vous instanciez plusieurs fois le type list. Mais le pire, en réalité, ça vient aussi du côté des itérateurs. Toutes les structures d'itération sur les conteneurs en C++ peuvent donner lieu à encore plus d'instanciations de type. Et en fait, quand on regarde un truc bête, mais un itérateur, il n'en a rien à faire de l'allocateur qui a été utilisé pour votre std vector, par exemple. Vous voyez, la signature d'un std vector, il y a quand même le type T que vous mettez dedans, mais derrière, il y a aussi l'allocateur. Et comme l'allocateur, éventuellement, vous pouvez instancier différents types vecteurs avec des allocateurs qui sont différents, ça veut dire que chacun de ces gens-là, il va se retrouver avec un type itérator qui fait rigoureusement la même chose et qui est syntaxiquement, il est indépendant de l'allocateur, mais étant donné que ce sont des classes qui sont définies à l'intérieur de vectors,
bah, vous avez des types d'itérateurs qui sont différents en fonction des allocateurs. Vous m'avez suivi? Du coup, on se retrouve avec un problème qui est une espèce de surspécialisation. Les itérateurs de vecteurs doivent être indépendants du type de vecteur, enfin du type d'allocateur du vecteur, pardon. Mais il n'empêche que, comme ils dépendent de la signature de vecteur, on se retrouve avec beaucoup de types itérateurs. Et ça vous amène à avoir beaucoup de types qui sont instanciés au runtime et à avoir des points hauts qui sont obèses. Il y a des gens qui réfléchissent à ça. Il y a des méthodes pour éviter ce problème. Et une des méthodes, c'est ce qui est proposé ici. Hein. C'est que, mettons pour le cas de vecteur, plutôt de faire que vecteur soit uniquement un type paramétré, vous pourriez avoir vector, basic vector, qui serait une classe au-dessus, qui fournisse le code qui est totalement indépendant du type de vecteur sur lequel vous êtes. Et donc lui, il ne sera pas sujet à être templété. Hein, le basic vector ne serait pas templété, c'est vector qui serait templété et qui dériverait de basic vector, ce qui permettrait de factoriser le code. Vous me suivez là ou... Oui? Il y a plus que 2 personnes qui me suivent? 3, 4, youfi. Bon. 4, c'est bon, on peut continuer. Les avantages de ce genre de comportement, une des choses que je viens de décrire, c'est qu'il n'y aura pas l'explosion combinatoire de génération de code que je viens de mentionner avec le C++. Et puis, évidemment, la contrepartie, c'est que, étant donné que vous avez du type erasure, ça veut dire que le compilateur ne va pas pouvoir spécialiser le code en fonction du type sur lequel il est en train de tourner. Donc on est aussi quelque part en train de rater des opportunités potentielles d'optimisation meilleure. On va passer à Ada. Bon, alors ceux qui sont un petit peu familiers du sujet, là on va parler d'Ada. Et ici, la personne qui est citée, c'est Bertrand Meyer. Bertrand Meyer, vous vous souvenez? C'est le bouquin sur Eiffel que je vous ai montré la fois dernière. Donc là, je pense que les puristes ADA nous déchiqueteraient avec grand plaisir d'avoir osé utiliser les sources de Bertrand Meyer pour parler d'ADA, puisqu'en gros, Meyer démolit ADA pour expliquer qu'Eiffel est supérieur. Donc voilà. C'est pas grave, on va récupérer la partie de Meyer, la moins mauvaise, pour éviter de tomber dans les trucs faciles, la moins mauvaise partie de Meyer. Ici, donc, la syntaxe de définition d'un type abstrait de données en ADA, ça ressemble à ça. Vous utilisez le mot-clé générique. Alors, j'introduis le type T qui est générique et j'annonce qu'il est privé. J'ai pas besoin, le module n'a pas à savoir ce que c'est que T. Enfin, les utilisateurs de ce module n'ont pas accès à ce type de données. Mais que fournit ce module? Il fournit une méthode swap avec x et y qui sont des paramètres in et out. Vous vous souvenez d'in-out quand on a fait les passages d'arguments de fonction. Puis voilà l'implémentation. Quelle surprise. Une particularité d'ADA, c'est le fait que ce genre de programmation générique, il n'y a pas d'inférence de type. Il va falloir faire les instantiations soi-même à la main. Donc ici, on annonce le fait qu'on se servira du module swap avec integer et avec string, qui sont instanciés ici. Mais on peut faire des choses un petit peu plus riches. Ici, donc, moralement, template typename T, hein, on annonce à nouveau le fait qu'on est paramétré par un type inconnu T. Et le package stacks, il va introduire quoi? Un type, le type stack, dont la taille est paramétrée par un entier. Le tableau qui va contenir notre entier, l'index à l'intérieur de ce tableau, et puis un certain nombre de fonctions qui sont disponibles sur notre pile. Et à nouveau, des instantiations explicites. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que... Vous avez remarqué, ici on a integer, là on a positive et là on a natural. Est-ce que vous avez une idée de qui est quoi et qu'est-ce qui distingue les uns des autres? Bon, integer et natural, je pense que vous voyez la différence. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle en entier naturel? C'est les positifs, c'est grand N. Int, enfin integer, le modèle c'est Z, mais alors qu'est-ce que c'est que positive? Je vous rappelle, j'espère que vous en avez un peu conscience, mais gardez-le dans un coin de la tête. Quand un entier parle d'un entier, quand un anglo-saxon parle d'un entier positif,
il faut entendre strictement positif. Quand un Français dit qu'un entier est positif, il comprend le cas 0. Quand un anglo-saxon parle d'un entier positif, il ne comprend pas 0, enfin au sens d'inclure, il n'inclut pas 0 dans la définition. Au point qu'on a le droit à des phrases absolument magnifiques comme si un Français dit un entier positif au sens français, au sens large, comment vous traduisez ça en anglais? Il y a un mot pour dire ça. Oui, non, alors, ok, là tu triches. Tu triches. Non-négative. Ça se dit non négatif, puisque pour eux, positif c'est strict, négatif c'est strict aussi, et pour dire positif ou nul, on dit non-négative. D'accord? Mais c'est juste normal, hein, ce n'est pas notre habitude et ce n'est pas nos échelles, mais ayez ça en tête, quoi. Si vous voyez passer quelque part non-négative, ce n'est pas quelqu'un qui avait envie de se taper la frime ou la touche P de son clavier ne marchait pas, c'est juste que c'est la façon normale de dire positif ou nul en anglais. On dit non-négative. Donc voilà, la différence c'est que lui, il est strictement positif, lui, il est positif, et lui, c'est tout Z. Vous avez la possibilité d'exiger une certaine signature. Ici, à nouveau, on annonce qu'on a un pactage générique paramétré par le type T, mais je veux aussi qu'il y ait à ma disposition une fonction inférieure ou égale qui prenne 2T et qui me retourne un booléen. Ça veut dire, c'est un détail d'implémentation. Enfin, je n'ai pas à savoir comment c'est fait, ils appellent ça box. C'est pour dire que c'est caché, et puis voilà comment on pourrait programmer notre fonction minimum. Voilà, il n'y a pas de possibilité. Ici, les contraintes, c'est juste la présence d'une certaine signature, mais il n'y a rien qui vous dit évidemment que cette signature calcule réellement inférieur ou égal. Juste on l'espère. Quand vous instanciez, vous pouvez qualifier complètement en précisant que ici, ça va être le type T1 et je vais utiliser less or equal du type T1, ou bien utiliser le fait qu'il y ait des types implicites, par exemple l'opérateur. Puisqu'on l'a appelé inférieur ou égal ici, on va d'abord rechercher à savoir si à notre disposition il y a véritablement un opérateur inférieur ou égal. Là, pour le coup, ici, vous avez quelque chose qui est incroyablement ressemblant à ce qu'on trouve dans le C++, où par défaut, on utilise std:2.2.less. std:2.2.less, il va attaquer l'opérateur inférieur ou égal, inférieur strict d'ailleurs. En C++, c'est des comparaisons strictes. Mais en revanche, vous pouvez, par exemple, quand vous fabriquez votre set, vous pouvez donner un objet fonction qui remplacera votre comparaison. Je suis désolé, mais je dois tousser. Merci. Alors, l'interface, voilà à quoi ressemble une interface, toujours en ADA. Je suis paramétré par un type T qui est masqué. J'annonce l'existence d'un certain 0, d'une certaine unité, l'existence de certaines fonctions, et puis en contrepartie, moi je propose au-dessus d'autres fonctions. On fournira l'addition de matrices, le produit de matrices, etc. Et les instantiations, à nouveau, il va falloir spécifier quels sont les gens dont vous parlez. Ici, on va donner notre 0 et on va donner notre unité quand on est dans le cas d'un flottant. Et puis, si on voulait travailler sur des booléens, voilà, on préciserait chacune des opérations sur lesquelles on veut travailler. En ADA, vous avez ils appellent ça tick, ils n'appellent pas ça quote, ils appellent ça tick. Tick qui vous permet d'avoir un petit peu de métadonnées, si vous voulez. C'est la façon pour, étant donné à un individu, d'aller chercher des métadonnées autour de cet individu. Ici, c'est le nombre de colonnes, ici, c'est le nombre de lignes, là, c'est le range, etc. Bon, il n'y a pas beaucoup d'autres choses que je voulais vous montrer à ce sujet. On en a fait le tour. Je crois que ça va être le cours le plus rapide qu'on ait jamais fait. Est-ce que vous avez des questions? Ce serait bien pour ralentir la vitesse, là. Non? Bon. Alors, on va parler de C++. Pourquoi on a mis des types génériques dans le C++? Enfin, pourquoi Strustrup a mis des types génériques? Évidemment, la première motivation, et vous qui avez été élevé à coups de C dans le biberon, vous le savez bien, c'est les structures, les conteneurs, quoi. J'imagine que tout le monde, à bout d'un moment, a implémenté des espèces de macros pour faire des listes d'entiers, des listes de flottants, etc. C'est quand même une des premières idées qui viennent en tête.
C'est on veut pouvoir avoir des listes en C et on veut des listes qui soient typées statiquement. Il n'y a pas tellement d'autres possibilités que de se faire une macro makeList à qui vous donnez int par exemple et qui vous fabrique un type list underscore int avec toutes les opérations qui vont bien pour manipuler vos listes d'entiers, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, le C++, ça a commencé comme ça. Hein. Ça a commencé par pouvoir faire des conteneurs qui soient paramétriques en essayant de se débarrasser des macros, bien entendu. Donc au départ, c'était des macros, comme je viens de le dire. Et puis, il y a évidemment beaucoup de problèmes qui sont bien connus pour faire partie du pactage des macros. Quand vous commencez à utiliser les macros, il y a un moment où vous faites mordre, à commencer par des erreurs de message qui sont détestables, puisque ça va se mettre à parler du code tel qu'il a été vu par le préprocesseur, c'est-à-dire tel qu'il a été expansé par le macroprocesseur, mais du coup pas du tout les erreurs telles que les a fait le programmeur. Bon là, qu'est-ce qu'il y a d'amusant comme... Parce que là, many limitations inherent to the nature of macros. Qu'est-ce qui est marrant ici? C'est que ça laisse sous-entendre que les templates corrigent le problème. Quelqu'un a déjà vu le template corriger les problèmes de messages d'erreur pas au bon endroit? Non, de ce point de vue-là, ce n'est pas du tout un win, hein, puisqu'on continue d'avoir aujourd'hui des messages d'erreur qui sont dans les templates quand vous donnez des mauvais arguments, plutôt qu'à la ligne où vous avez donné de mauvais arguments au template. Donc ça, c'était réussi le constat d'échec, mais la correction, elle ne marche pas. Et puis, il fallait bien faire attention à l'instanciation de chacun des templates à la mano et se débrouiller pour qu'il n'y ait pas de conflit sur les symboles. Pas de support pour les récursions. Enfin bref, évidemment, il fallait faire mieux. Mais voilà le genre de choses qu'on faisait auparavant. Ça, j'imagine que tout le monde est à l'aise avec ce genre de choses. Oui? Bon, très bien. Donc, il n'y a aucune surprise pour vous là-dedans. Et voilà, on peut manipuler les types qu'on vient d'introduire. Les templates, ça date à peu près du début des années 90, avec beaucoup de travail au moment de la normalisation du standard, de la normalisation du C++ 98, sachant que c'est à ce moment-là où les gens ont aussi découvert à quel point les templates du C++ étaient permissifs et à quel point du coup c'était une galère monumentale à implémenter, à un point tel en fait que c'est même pendant les implémentations qu'ils ont découvert qu'il y avait des choses qui n'étaient pas faisables, qu'au niveau du parsing, il y avait des choses qui n'étaient pas faisables. Ça vous est certainement déjà arrivé vous avez une structure templatée et vous voulez aller lire un type qui est défini dans votre structure templatée. Qu'est-ce qu'on écrit ici? Type name. On est obligé de dire, je ne sais pas, par exemple, vecteur de int, vecteur de t, pardon, je suis paramétré, vecteur de t, itérator. Si je veux connaître le type itérateur de mon conteneur, je suis obligé de prévenir le compilateur. Tu sais, là, ce que je suis en train de lire, que j'appelle itérator, c'est un type name. On est obligé de prévenir le compilateur. Et pourquoi on est obligé de prévenir le compilateur? Parce que quand il est en train de parser le template, d'accord? Votre structure, elle utilise vecteur de grand T, mais votre template, grand T, il est inconnu, on ne sait pas ce qu'il vaut. Donc en fait, on n'a aucune idée de ce que c'est que vecteur de grand T. Et en particulier, comme on ne sait pas ce que c'est que vecteur de grand T, on ne peut pas aller lire ce que c'est que vecteur de grand T pour essayer de savoir ce que c'est que itérateur qui est derrière. Donc le compilateur n'a aucune raison d'imaginer que quand vous faites vecteur de grand T, itérateur, il n'a aucune raison de savoir que c'est un type. Ça pourrait très bien être une variable, itérator. Et quand je dis qu'il n'a aucune idée de ce que c'est que vecteur de grand T, itérator, vous pourriez me rétorquer, mais si, il peut savoir, il n'a qu'à remarquer que vecteur de grand T, c'est un template, il n'a qu'à aller regarder le template et constater que dedans c'est un type def, un using. Oui, mais qui vous dit que le grand T là en question que je viens de vous donner, il n'a pas été spécialisé et que quelqu'un s'est amusé à spécialiser vecteur de grand T pour T qui vaut int et que juste pour se marrer, il a décrété que itérator dans ce cas-là n'était pas un type, mais une variable.
Donc vous voyez, même la phrase elle-même d'aller chercher itérator dans vecteur de grand T, en fonction du grand T, le sens peut être différent. C'est pas parsable, c'est évidemment pas parsable, on peut rien faire avec des trucs comme ça. Donc il a fallu rajouter le mot-clé type name ici pour dire au compilateur, promis juré, cet individu-là est un type, tu verras sa vraie définition quand tu feras de l'instanciation, mais continue de parser sachant que ceci est un type. Ça vous est déjà arrivé aussi de devoir réécrire template à l'intérieur d'un appel de méthode? Si vous êtes dans une structure templatée, d'accord? Vous êtes dans une structure templatée et vous avez une méthode qui est templatée à l'intérieur de la structure templatée. Oui? Alors ça veut dire que quand vous avez un objet de votre structure templatée et que vous avez votre méthode foo qui est ici, d'accord? Ben, vous auriez envie d'écrire o.foo, donner les paramètres et puis les parenthèses. D'accord? Mais ça ne va pas marcher parce que votre compilateur il ne va pas encore comprendre ce que c'est que foo, il n'a pas encore tout instancié, et du coup, quand il voit passer foo, il se dit oh bah ça a une tête de variable ce truc-là, donc le chevron qui est juste derrière, c'est inférieur, et puis il y a un nombre ou un type au milieu, puis après j'ai le supérieur, etc. Donc il n'a rien compris au parsing, il a vraiment l'impression que les chevrons qui arrivent, c'est inférieur et supérieur, et il ne sait pas lire ce qui est écrit. Donc dans ces cas-là, il faut écrire petit o, point, template foo, les chevrons et les parenthèses. Vous avez déjà vu ces choses-là? Bon, si vous commencez à faire des templates de templates, vous allez forcément tomber là-dessus. Ben, voilà le genre de choses qui ont été découvertes vraiment très tardivement, au fur et à mesure que les compilateurs étaient en train d'essayer d'implémenter la norme. Ce qui explique pourquoi on a tellement galéré au départ. Donc vous avez les classes templates, vous avez les function templates et puis les member function templates dont je viens de parler à l'instant. Vous avez de l'inférence de type, le C++ 98, ce dont on parlait ce matin avec certains d'entre vous, le C++ 98 avait d'ores et déjà de l'inférence de type, sauf que cette inférence de type, elle était réservée à détecter quels sont les types des paramètres des fonctions paramétrées. Et alors, l'hérésie la plus totale, ce qui fait que le C++ s'est fait beaucoup critiqué à l'époque, c'est le fait d'avoir aussi introduit des paramètres qui ne soient pas des types, mais qui soient des valeurs. Pouvoir paramétrer des types par des types entiers, par exemple. Ce genre de choses. Qui, à l'époque, était... il n'y avait pas de système de typage vraiment formel qui soit propre du côté de l'académie qui permette de soutenir ça. On avait quand même des systèmes d'ordre supérieur. Pour ceux qui ont fait le cours de l'OFO, on a un petit peu parlé du système F. Bon, il y avait quand même déjà des choses qui légitimaient le fait d'avoir des types dépendants, des types qui dépendent de valeurs, mais il n'y a rien d'aussi propre que ça dans le monde du C++. Bon, toujours est-il que depuis, on a bien compris que c'était absolument précieux et on ne veut surtout pas perdre ça. C'est une de ses forces, même si au départ, c'est une de ses laideurs. Gros défaut, vous le savez, hein, aucun moyen de préciser quelles sont les contraintes que vous voulez poser sur les paramètres. Et c'est même la raison pour laquelle on continue d'avoir aujourd'hui des messages d'erreur qui soient aussi détestables quand on se plante dans l'instanciation de template. L'instanciation est automatique, hein, elle est implicite. Vous n'avez pas besoin de dire je vais avoir besoin de la fonction makePair pour entier-entier. À partir du moment où vous utilisez makePair avec entier-entier, le compilateur va fournir l'implémentation ou l'instanciation de makePair. Ce n'est pas nécessaire de le faire. Et puis, vous pouvez faire de la spécialisation totale ou partielle des classes paramétrées et de la spécialisation totale pour les fonctions. On n'a pas de spécialisation partielle pour les templates de fonctions. Au total, tout ça, ça vous donne quelque chose qui est un système très puissant qui a introduit ce que depuis les gens ont appelé la métaprogrammation, c'est-à-dire utiliser les templates de façon à pouvoir faire faire des calculs au compilateur, c'est-à-dire essayer de faire des métaprogrammes, des programmes qui tournent à la compilation et non pas des programmes qui tournent à l'exécution. D'accord ? Pour la petite histoire, on raconte, j'ai du mal à y croire, mais c'est quand même un bruit qui circule dans le monde du C++, on raconte que la découverte de la métaprogrammation, ce serait quelqu'un qui aurait mal conçu un de ses programmes et le compilateur, dans ses messages d'erreur, aurait
selon cette légende, générait la liste des premiers entiers premiers. Donc voilà, dans les messages, vous voyez passer 2, 3, etc. Et c'est la légende de l'invention de la métaprogrammation. C'est « Oh, mon compilateur calcule ». Quels sont les grands succès que vous pourriez mentionner dans le monde de la métaprogrammation, les quelques mots-clés qui sont vraiment saisissants? Pardon? Enable if. Enable if qui permet quoi? Qui en gros, enable if permet de dire on n'a pas de spécialisation explicite sur les paramètres, mais on peut arriver à truander un peu le système pour l'obliger à se comporter comme si le langage supportait des clauses sur des types. Autrement dit, dès le C++ 98, vous pouviez déjà écrire des fonctions paramétrées par un type T et dire cette fonction fait comme si elle n'existait pas quand T n'est pas un type entier, par exemple. D'accord? Il y avait déjà moyen de faire des choses comme ça avec enable if. Alors enable if n'était pas dans le C++, mais c'est pas grave, ça s'implémente enable if, c'est juste un petit bout de bibliothèque. C'est une découverte des gens de Boost, et depuis ça a été récupéré en C++ 11, donc maintenant on a pris l'habitude de pouvoir l'écrire, mais techniquement du point de vue langage, ce n'est pas une nouveauté, c'est des choses qui étaient déjà disponibles auparavant. Donc effectivement, enable if, gros succès de la métaprog. Mais un autre truc, des choses vraiment, vraiment saisissantes. Alors, imaginez une équation du genre ax plus b. D'accord? A fois x plus b. D'accord? Comment marche a fois x plus b? Si vous écrivez auto y est égal à a fois x plus b, qu'est-ce qui se passe? La première chose à calculer, c'est quoi? C'est a fois x. Une fois que a fois x est calculé, ça vous donne quoi? Une temporaire. Vous avez une valeur qui est là, qui attend joyeusement qu'on veuille bien faire ensuite le plus b. Et une fois que vous avez fait le plus b, vous mettez le résultat dans votre y. Jusque-là, tout va bien? Pourquoi c'est une catastrophe quand on fait ça, quand on veut faire du calcul matriciel? Si a, x et b sont des matrices, vous êtes en train de faire votre calcul ax plus b, donc pour chacune des cases de votre matrix, vous faites le ax, vous faites vos petits calculs comme ça, vous calculez chacune des cases de votre matrice, ce qui vous donne une belle temporaire, et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous réitérez à nouveau, cette fois-ci, sur la matrix temporaire que vous aviez obtenue, appelons-la T, ax, vous la stockez dans T, et ensuite vous faites T plus B et vous mettez ça dans Y. Pourquoi c'est pas bon du tout? Mine de rien, vous venez de gérer une temporaire qui est monumentale. Si vous êtes en train de faire un gros produit temporaire, un gros produit matriciel, pardon, votre AX, ça peut être une très grosse matrice. Et ensuite, il y a le plus B qui arrive, qui fait que vous allez refaire une autre matrice, vous n'allez pas travailler en place, d'accord? Et enfin, vous allez pouvoir avoir votre résultat Y. Bon, en réalité, il y a une technique qui s'appelle les expression templates, qui est quelque chose qui a été découvert par Told Veldhuizen en, je sais pas, milieu des années 90, quelque part par là. Non, c'est après la standardisation, donc ça doit être à la fin des années, juste au tout début des années 2000, fin 90. C'est une technique qui est assez séduisante et qui devrait vous parler. Quand on écrit ax plus b, en réalité, on ne fait pas ax plus b. On fabrique ce qui s'appelle une expression template, autrement dit un AST dans le compilateur, où on retient qu'on a un plus avec le b et un produit entre le a et le x. D'accord? Et une fois que vous avez fabriqué votre expression template, après vous l'exécutez. Et quand vous l'exécutez, là vous voyez le coup, quand vous faites ax plus b, il n'y a pas besoin de matrice intermédiaire. Pour chacune des cases de votre matrice ax, vous calculez la valeur du produit dans ce point-là, et vous pouvez tout de suite mettre le plus. Et ça fait qu'une seule itération. Au lieu d'avoir une première itération sur le a et le x, et ensuite une troisième itération sur le b, vous pouvez faire tout ça en une seule itération.
Donc non seulement vous avez éliminé des itérations, mais vous avez aussi éliminé des temporaires. Et ce genre de choses, ça faisait qu'on peut arriver à faire en sorte que l'utilisateur tape quelque chose de naturel, mais en réalité, il y a un métaprogramme qui passe par derrière, qui regarde quelle était l'expression qui est tapée par l'utilisateur et qui décide d'un flot d'exécution différent, plutôt que celui qui visuel, si vous voulez. Plutôt que de faire AX plus B comme étant deux opérations, d'abord je fais AX et ensuite je fais plus B, ben en réalité, on va regarder l'expression et on va faire un calcul ligne par ligne et colonne par colonne du résultat. Vous avez compris l'idée? C'est extrêmement précieux, les expression templates, et ça continue d'être toujours très, très utilisé. Les classes templates, ouais, pas de surprise pour vous, vous connaissez tout ça. Les function templates, eh ben, on a de la chance qui est que les types sont inférés automatiquement, vous savez ça. Un des défauts des fonctions paramétriques, elles ont un avantage, c'est qu'il y a de l'inférence de type. Elles ont un défaut, c'est qu'on ne peut pas les spécialiser partiellement. Bon, bah, si on ne peut pas les spécialiser partiellement, la technique habituelle, c'est de les transformer en fonctions statiques d'une structure templétée et ensuite de spécialiser la structure templétée. Bon, ici, Roland a décidé de make go, mais vous pourriez mettre l'opérateur parenthèse, ce serait très bien. En Eiffel, pour la culture, il n'y a pas du tout de fonction générique, puisque de toute façon, Eiffel mise tout sur le modèle objet, à la différence du C++. Et en Java et en C#, vous avez seulement des fonctions membres, de toute façon. Le type inféré automatiquement, on en a déjà parlé. Pour info également, le type auto, les règles de calcul de qu'est-ce que vaut auto, c'est exactement la même chose que si vous aviez écrit type name T, en réalité. Les règles de résolution d'un auto, c'est les mêmes règles que celles d'une inférence de fonctions paramétriques. Et rien n'empêche de pouvoir quand même dire quelle est la variété de la spécialisation que vous voulez. Vous pouvez être explicite, ou bien reposer sur l'inférence, ou bien chercher à être explicite. Voilà, l'inférence de type ne fonctionne pas pour les classes, vous le savez bien. Si on n'a pas le droit d'écrire ça. Ça n'a aucun sens de vouloir écrire ça, parce que là, on n'a pas un type, on a un type paramétré, on a un template, on n'a pas un type, on a un template de type. Donc la syntaxe auquel vous avez droit, c'est celle-ci, ce qui est épouvantable, mais heureusement, vous savez que vous pouvez utiliser makepair. La grande vertu des fonctions, c'est qu'elles peuvent regarder leurs arguments pour décider de quels sont leurs paramètres, et du coup, elles peuvent bouncer ensuite sur l'instanciation du type particulier. La spécialisation, c'est dans certains cas particuliers des templates spécialiser la définition. L'idée, c'est d'être meilleur dans une certaine dimension quand vous êtes spécialisé. Par exemple, meilleur, plus rapide, plus fort. Enfin, je vous laisse imaginer la petite chanson qui va avec. Pour un certain type de fonction ou de classe. Par exemple, std vecteur de boole est une spécialisation. std vecteur de boole est une spécialisation. Ce n'est pas la même implémentation que std vecteur de t. Pourquoi? Pourquoi std vecteur de boole est une spécialisation et pourquoi ce n'est pas juste std vecteur de t? Pour gagner en stockage, parce que si vous le faites avec boole, typiquement ça va être du char qui va être choisi par votre compilateur. Et donc on a un ratio de déperdition d'énergie qui est quand même de 1 bit sur 8. Et je pense qu'avec le padding, ça doit être bien au-delà de ça. Ça doit être absolument désastreux. Excuse-moi. Attention, ce n'est pas des ensembles. Hein. Ce n'est pas un ensemble, c'est un vecteur. C'est-à-dire que si tu veux enregistrer des successions de chiffres, il n'y a pas de raison que tous tes chiffres soient exclusivement 1. C'est différent, ce n'est pas un ensemble ici. Et ce n'est pas des poids, c'est quelque chose de différent. Personne n'a rien à me dire là-dessus? Vous avez réfléchi à ce que ça voulait dire d'avoir quand même des trucs comme std vecteur de boole qui marchent pour des booléens?
Et le fait de, tu as raison, hein, c'est implémenté sous la forme de champ de bits. Mais qu'est-ce que n'a pas un bit qu'un char A, par exemple? Quelque chose que les bits n'ont pas. Arrêtez de me regarder comme si je venais de dire quelque chose de rigolo. Je ne sais pas à quoi vous pensez. Des adresses! Les bits n'ont pas d'adresse! Les bits n'ont pas de point d'amarrage. Par conséquent, qui c'est qu'on va avoir du mal à implémenter? Qui c'est qui n'est pas tout à fait naturel, qui devient bizarre? Si vous n'avez pas d'adresse, vous n'avez pas quoi d'autre en vocabulaire C++? Les adresses cachées. C'est vachement pas caché quand même. Les pointeurs, c'est franchement « Bonjour, je suis une adresse ». Les pointeurs cachés. Les références. Les références. Et où est-ce que dans les vecteurs, il y a des références, par exemple? Vecteur, vous avez droit à l'opérateur crochet. Et l'opérateur crochet, si vous allez chercher le 10e individu, vous allez le chercher en lecture-écriture, de façon à ce que je puisse faire V crochet 10 est égal à ce que vous voulez mettre dedans, ou V crochet 10 plus pour le lire. Donc vous imaginez un petit peu comment vous faites des références là? Comment vous faites des références dans un vecteur de boole? Bon, la réponse est que vous ne le faites pas. C'est pas possible. Mais on a envie que ça marche quand même. On a envie de faire en sorte que l'utilisateur puisse écrire V crochet 10 ou V crochet 10 égal. Donc vous êtes obligé de faire des petits wrappers, des petits proxys qui retiennent le V et le 10. Et quand le proxy détecte qu'il est en mode lecture, autrement dit, il va y avoir un opérateur de conversion pour calculer le booléen qui est derrière. Et bien, quand le proxy détecte qu'il est en mode lecture, il va chercher le bit et il donne le bit en réponse. Et si ce pauvre proxy, on fait appel à son opérateur de point égal, l'opérateur d'affectation, eh ben, il connaît V, il connaît l'indice, il vient de récupérer la valeur. Avec V et l'indice, il va aller placer le bit 7, enfin, il fait ses manipulations de bits pour pouvoir aller mettre le vecteur dans V. Mais vous voyez, ce n'est pas possible d'avoir une référence au 100% dont vous avez l'habitude. Ce n'est pas possible. Les gens qui sont là-dedans n'ont pas d'adresse. Autrement dit, les vecteurs de boole, les vecteurs de boole, à bien y regarder, les gens qui ont fait le C++ regrettent vachement de l'avoir spécialisé parce qu'il n'est pas du tout comme les autres. Il n'a pas les mêmes propriétés, on n'itère pas dessus de la même façon. Là, pour le coup, c'est un endroit où ils se sont dit on a fait une bêtise. Bon, backward compatibility, il n'est pas question de changer quoi que ce soit à cet égard, mais ils ne referaient plus jamais ça. Bon, il y a les bit sets qui reviennent exactement à la même chose, avec une plus grande interface, mais voilà. Bon, les mécanismes qui sont derrière la spécialisation de templates, ça ressemble à de l'overloading, mais c'est pas tout à fait, c'est pas du tout la même chose. Puisque par exemple, on ne va pas pouvoir faire de spécialisation partielle des fonctions. Et on va voir si vous êtes plus rapide qu'avant. On l'a déjà vu celui-là. Levez la main dès que vous voyez l'erreur. Ouais. Vous voyez pas l'erreur? Bon, je vous donne un indice peut-être. Les messages du compilateur. Les messages du 3.3, 3.4. Ça y est, vous commencez à voir. 4.6. Alors, je tiens à insister sur le fait que ce sont des vrais messages d'erreur et je n'ai pas un générateur aléatoire de pseudo-messages d'erreur. Hein. Alors, peut-être que les compilateurs, eux, ont des générateurs aléatoires et qui changent de version en version. C'est quand même assez stupéfiant de voir toutes les hésitations qu'il peut y avoir entre toutes les générations de GCC. Mais voilà. Donc là, on nous dit, ton problème, cher camarade, il se passe ici.
là c'est ICC, le compilo d'Intel, il nous dit ton problème est ici. Hein? Le problème n'est pas là. Clang, bon, ça a existé, les vieux Clang, hein, mais ouais, lui aussi il hésite, hein, on va finir. Alors c'était quoi le problème? Le problème c'est que j'ai une liste ici qui est une liste const, et je suis en train de chercher un itérateur dessus en lecture-écriture. Et ça, j'ai pas le droit. C'est pas bien, c'est mal. Et mon erreur est vraiment là. C'est de parler d'un itérateur en lecture-écriture sur quelqu'un qui est en lecture seul. Mais comment je me fais gronder par le compilo? Mais vous avez vu tous les messages d'erreur, c'est pas ça qu'il nous dit les compilos. Il nous dit quoi? ICC est relativement clair ici. C'est quoi le problème? Comment se Le problème, c'est que j'ai voulu faire une itération en lecture-écriture sur quelque chose qui est en lecture seule. Mais ça, c'est le problème. Où se manifeste la différence entre les deux? Exactement. Mon problème ici, c'est que liste 2 est const. Par conséquent, begin me retourne un const itérator que j'essaye de stocker dans un itérator. Et c'est là où ça ne va pas. C'est pour ça que les compilos, après, ils ont passé leur temps à me gronder sur des histoires de tu es en train d'essayer de faire des conversions depuis des itérateurs avec des gens const vers des itérateurs pas const. Puis après, bon, chacun il va à sa façon d'exprimer sa petite sauce intérieure. Il y a plein de choses comme ça. Bon, on progresse, mais au total, même s'il y a des messages qui sont assez sympathiques, de dire qu'il n'y a pas de conversion possible depuis const-itérateur vers itérateur, il n'empêche, c'est quand même pas ça mon problème. Ça, c'est la manifestation du problème, mais c'est pas ça mon problème. Alors, on va parler ça, c'était l'intro pour la partie C++. STL, voilà le monsieur. Je vais vous faire un aveu. Hein. Ça, c'est une bitmap que j'ai chopée sur Internet, ou un petit PDF qui j'ai même pas réussi à taper son nom sous la tech. C'est juste pour vous dire, là, j'ai pas réussi, donc c'est une image, une inclusion. Bon, il n'empêche qu'on dit Alexandre Stepanov. Hein. Et alors lui, c'est quelqu'un c'est un bonhomme marrant. Il parle, hein. C'est les gens qui sont allés voir les vidéos de Sean Parent. Allez voir les vidéos de Sean Parent. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais je suis sûr que tout le monde ne l'a pas encore fait. Parmi les vidéos de Sean Parent, il y en a plusieurs où on rencontre Alex Stepanov. Et Alex Stepanov, c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse à la généricité au strict sens du titre de ce cours aujourd'hui, c'est-à-dire comment exprimer les algorithmes de la façon la plus abstraite possible, tout en préservant le maximum d'efficacité. Et c'est sa recherche depuis toujours. Et c'est en travaillant là-dessus chez SGI, hein, Silicon Graphics, qu'il a travaillé chez HP également. Enfin, c'est en faisant ce travail de fond qu'est venue la bibliothèque qui s'appelle STL, Standard Template Library, mais elle est venue indépendamment du C++. C'est vraiment saisissant. Il y avait d'un côté la construction du C++ avec sa propre bibliothèque de base, puis de l'autre côté il y a STL, et puis un jour les gens de C++ ont découvert ce qu'on pouvait faire avec STL, et là évidemment ils ont tout de suite signé, on va dire qu'on va inclure tout ce qui est là-dedans, enfin pas tout à fait tout, mais on va inclure beaucoup de choses directement dans le langage. Voilà, donc STL, qu'est-ce que c'est que STL? C'est une bibliothèque de conteneurs, d'itérateurs, d'algorithmes fondamentaux et d'outils qui repose sur les templates. Elle a été conçue par Stepanov chez HP. À l'origine, STL n'est pas la bibliothèque standard du C++. Et puis, il n'y en a pas une qui est strictement inclue dans l'autre. Hein. Tout STL n'est pas dans la bibliothèque, mais il y a quand même une large partie de la bibliothèque STL qui a été avalée par la bibliothèque C++. En particulier, par exemple, ils n'avaient pas repris les conteneurs hash, non ordonnés. Il a fallu attendre le C++ 11 pour avoir enfin des structures non ordonnées. Il y a quelque chose d'intéressant dans STL, c'est l'idée de concept. Et ce qu'on appelle les concepts dans STL, c'est un ensemble de contraintes syntaxiques et sémantiques sur les types. Alors, on va réfléchir à cette phrase un petit instant parce qu'elle est vraiment importante. À quoi servent les types ? Les types servent à beaucoup de choses, voire le cours de construction des compilateurs, mais entre autres, ils servent à déterminer quelles sont les opérations légitimes entre valeurs. D'accord ?
je sais que je n'ai pas le droit de diviser une std string avec une std string parce que l'opérateur diviser ne fait pas partie de l'ensemble des opérations du type std string. Il y a un des principes fondamentaux du type d'une variable, c'est que ce type transporte les contrats dans lesquels ma variable peut être impliquée. D'accord? Donc les types contrôlent les valeurs. Bien. Maintenant, on a introduit avec les templates type_name_t, on a introduit des variables de type. Fondamentalement, le type_name_t, c'est une variable de type pour un certain t inconnu. D'accord? Le problème, c'est comment vous exprimez les droits et les devoirs du type t. Quand vous introduisez une variable de type int, vous savez tout ce que vous avez le droit de faire avec cette variable. Quand vous écrivez type_name_t, template type_name_t, vous n'avez aucune idée de ce que vous avez le droit de faire ou pas avec t. Autrement dit, il nous manque un système de typage pour les variables de type. Ou, si vous préférez, il nous manque un système de typage des types. D'accord? Les types classifient les valeurs. On voudrait avoir un système qui permette de classifier les types. Par exemple, pas besoin de réfléchir très longtemps pour voir que short et int et long ont des choses qui sont profondément communes. Ce sont des types numériques, ils sont signés, ils sont entiers, ils ont quelque chose de commun. Et en certains endroits, je me moque de savoir si c'est short, si c'est long, si c'est long, si c'est int. Je voudrais juste parler d'un certain type t numérique. Sauf que, voilà, en C++, vous pouvez juste dire le type t. Vous ne pouvez pas dire le type t numérique. D'accord? Or, évidemment, quand vous faites de la programmation générique, tous les types t ne sont pas valables. Vous avez besoin d'un certain nombre d'hypothèses. Alors, il y a des hypothèses, vous n'y pensez même plus tellement elles paraissent évidentes, mais ne serait-ce que pouvoir copier un individu. Qui vous dit que mon type est copiable? D'accord? Il y a certains individus qui sont intrinsèquement totalement non copiables. Qui vous pourriez avoir en tête des objets C++ franchement pas copiables? Qu'est-ce que ça veut dire de copier un mutex, par exemple? Qu'est-ce que ça veut dire de copier un thread? Enfin, vous avez certains objets comme ça, c'est vraiment très étrange. Ou ça veut dire copier une ostream. Ça devient un alias ou, enfin, il y a des trucs très bizarres comme ça. Donc, il y a des gens pour lesquels parler de la copie, ça n'a pas de difficulté. Il y a des gens pour lesquels parler d'une instantiation sans paramètres, ça n'a pas de difficulté. Instancier un int, par défaut, l'int, il vaut 0. Si vous avez fait l'effort de bien mettre les accolades. Il y a un certain nombre de gens comme ça qui ont un constructeur par défaut. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, pour que STL fonctionne correctement, il va falloir qu'elle édicte la liste de ses requêtes. Je veux que mon type soit constructible par défaut, c'est-à-dire construire sans valeur. Je veux que mon type soit copiable ou je n'ai pas nécessairement besoin que mon type soit copiable, etc. Et ces ensembles de requêtes posées sur les types, ça s'appelle des concepts. Est-ce que ça, c'était clair pour tout le monde déjà? Les concepts ou pas? Un peu de feedback. Les concepts, vous connaissiez ou pas? Un peu? Est-ce que maintenant vous connaissez mieux? C'est ça ce qu'on appelle les concepts dans STL. Il y a des exemples qui vont juste derrière. C'est un ensemble de contraintes qui sont attendues sur les types que vous allez fournir, les types effectifs. Quelque part, std vecteur de grand T, il s'attend à ce qu'il y ait telle et telle et telle opération qui soit disponible sur grand T. Le problème, il est écrit là, c'est qu'on parle de doc, on parle de documentation. Il est écrit dans la documentation, tu n'utiliseras pas std vector de grand T si T n'a pas ça, ça, ça à disposition. Le problème, c'est que les programmeurs ne lisent pas tellement la doc. Bon, c'est mauvaise langue. Au bout d'un moment, on a tendance à oublier, et le compilateur, c'est quand même son métier de vérifier qu'on n'a pas fait de bêtises. Le problème, c'est que le compilateur ne vérifie pas qu'on a utilisé un type T qui a toutes les requêtes nécessaires. Il regarde si le code compile. Et ce n'est pas la même chose, parce que du coup, de temps en temps, il va tomber sur une opération qui n'était pas prévue, et il va nous faire des messages abominables comme ceux qu'on a vus tout à l'heure, plutôt que tout à l'heure me dire, dans le code que j'avais ici, plutôt que de me dire le type itérator sur stdlist
plutôt que de me dire ici, il n'y a pas de copie possible sur une liste const. Blam, blam, blam. Plutôt que de me dire il n'y a pas de conversion possible. Donc voilà, le problème, c'est qu'il n'y a rien dans le langage pour vérifier les concepts. Bon, il se trouve qu'il y avait beaucoup de travail qui avait été fait pour que ça existe enfin dans le C++. À l'époque, on l'appelait 0x, puisque tout le monde pensait qu'il allait sortir avant les 2010. En fait, ils se sont ratés. Vous le savez, le C++ 0x, il s'appelle en réalité C++ 11. Ce qui fait que, bon, évidemment, c'est des informaticiens, ils ont des humours d'informaticiens, et du coup, les gens ont dit, mais il n'y a pas de problème, hein, c'est juste que x vaut a. C'est bien 0x, mais x vaut a. Oui. Et une des raisons pour lesquelles le standard a pris beaucoup de retard, c'est parce qu'ils ont cherché à finaliser les concepts, et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Alors, ça n'a pas marché. Et là, honnêtement, c'est un des moments où grand respect pour des gens comme Sroustrup. C'était implémenté dans GCC, pas dans GCC la branche principale, mais une branche à côté. Il n'empêche que c'est implémenté dans un vrai compilateur. Tous les concepts étaient faits, la conversion de STL était faite, enfin tout était prêt. Tout était prêt. Et au bout d'un moment, Sroustrup a dit mais non, mais c'est trop compliqué, ça, on arrête tout. C'est pas possible, on peut pas laisser passer ça dans le langage. Donc, on était à 2 doigts d'avoir du type checking sur les paramètres de template, mais ça a été jeté par un des inventeurs. Hein, Sroustrup faisait partie de l'équipe qui a inventé ça, mais j'ai oublié, ils étaient arrivés devant, je ne sais plus, il y avait peut-être une centaine de concepts différents. Une centaine de concepts différents pour STL telle qu'on la connaissait. Autrement dit, c'était devenu trop gros pour une utilisation normale et ça allait devenir une gêne pour les programmeurs. Ils ont décidé de tout laisser tomber. Donc voilà, on ne l'a pas. Et c'est dommage parce qu'on en a besoin. 2, oui, bon, ok, peut-être c'est plus intelligent d'attendre quelque chose de mieux que ce qu'il y avait au départ. Voilà à quoi ça ressemble la documentation SGI. C'est là où vous avez toujours la documentation. Elle est toujours en ligne. Hein. La documentation initiale de STL façon Stepanov. Et voilà à quoi ça ressemble. Ça vous annonce que container est une spécialisation, un affinage de assignable, ce qui veut dire que toutes les garanties de assignable doivent être fournies par les conteneurs. Et puis, il y a un certain nombre de propriétés. Il faut qu'il y ait un type qui s'appelle value type, un type itérator, consitérator, etc., etc. Et puis la sémantique qui est derrière. Après, vous avez les expressions qui doivent être valides. Il faut qu'on puisse faire à begin, à end, à size, etc. Toutes ces, voilà exactement à quoi ressemble un concept, c'est-à-dire un tableau qui dit le nom, mais qu'est-ce qu'on a le droit d'écrire et qu'est-ce que c'est supposé calculer. Il y a aussi quelque chose de très important dans STL. Ici, ça ne se voit pas, mais quelque chose de très important dans STL, c'est qu'elle... Je pense qu'ils sont les premiers à avoir fait ça. Il y a aussi des garanties très fortes sur la complexité des algorithmes. Donc, il y a des garanties sur le fait que la construction, l'affectation et tout ça est évidemment linéaire par rapport à la taille du conteneur, que begin et end, ils doivent être constants, éventuellement amortis, que size, au pire, elle est linéaire, etc. etc., etc. Toutes les garanties que vous pourriez imaginer et qui sont logiques. Un certain nombre d'invariants, le range doit être valide, c'est-à-dire depuis begin inclus jusqu'à end exclu, etc. Donc voilà à quoi ça ressemble un concept. La métaprogrammation en C++. Les métaprogrammes, on l'a dit tout à l'heure, c'est des programmes qui tournent à l'exécution ou si vous voulez des programmes qui manipulent des programmes. Ce qui donne une idée de ce que les gens appellent la programmation à 2 états, à 2 stages, à 2 étapes. Il y a des langages de programmation dans lesquels les gens ont décidé de regarder si on pouvait aller au-delà et de faire des méta-programmes. Ce qui revient donc à dire que vous pouvez générer du code puisque vous exécutez un programme qui donne du code à être compilé par le compilateur. Donc vous faites de la génération de code à la compilation. Ce qui nous donne quand même une forme d'introspection et de réflexion, mais qui sont limitées par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres langages.
Les templates C++ peuvent être utilisés pour implémenter les métaprogrammes, on l'a dit. Si vous n'en aviez pas conscience, sachez que la métaprogrammation est Turing complète. On peut arriver à faire tout programme Turing, enfin toute exécution de machine de Turing, on peut faire à compile time. Et puis voilà, toutes les choses dont on a déjà parlé, des fonctions compile time, des calculs sur les types, des assertions statiques, etc., etc., etc. Un exemple, est-ce que quelqu'un est surpris par ça? Où est-ce que je peux passer? C'est bon? Donc c'est une fonction qui est implémentée sous la forme d'un template. Les arguments, en réalité, sont passés comme type template. Faire une return value, on ne fait pas return, mais on met ça dans une statique ou une enum, si vous préférez utiliser les enums. On se retrouve dans un langage pur. Il n'est évidemment pas question de manipuler des variables à compile time. Et puis, pas de boucle, mais en revanche, vous avez le droit à toutes les formes de récursion que vous pouvez imaginer. Les métaprogrammes utilisent beaucoup de particularités syntaxiques du C++, comme l'instanciation explicite ou implicite de template. La syntaxe est bien connue pour être verbeuse et pas très amicale. On dit aussi que le C++ est très exigeant sur ses amis. Voilà, donc cette fameuse histoire que, soi-disant, la liste des premiers entiers aurait été générée à compile time. Le terme template metaprogramming viendrait de Todd Veldhuizen, qui est l'inventeur des expression templates dont je parlais tout à l'heure. Et puis c'est vraiment à la base de toutes les bibliothèques modernes du C++. Sachant que maintenant, moderne, c'est un peu dépassé comme mot. Un exemple de métaprogrammation que vous avez rencontré dans le cadre de Tiger, c'est qu'on veut deux types d'itérations sur les AST. Il y a les itérateurs lecture-écriture, enfin les visiteurs lecture-écriture et les visiteurs en lecture seule, donc les visiteurs et les const visitors, au même titre qu'on voudrait des parcours à vide en lecture-écriture ou des parcours à vide en lecture seule, ce qui revient à dire qu'on voudrait c'est exactement le même constat que itérateur et const itérateur, mais on n'a pas envie d'écrire les choses deux fois. Alors comment on fait ? Comment faire pour éviter d'avoir à écrire deux hiérarchies de visiteurs? J'ai pas entendu. L'héritage, je ne vois pas comment tu peux utiliser l'héritage pour changer les types. Parce que là, ça veut dire que dans un cas, tu as des fonctions qui sont const quand tu fais la lecture seule, et des fonctions qui ne sont pas const dans l'autre cas. Et là, on pourrait utiliser des threads. Templater le fait que ce soit const ou pas const. Cela dit, templater le fait que ce soit const ou pas const, ça c'est l'idée initiale. On ne peut malheureusement pas avoir un typename const ou un truc comme ça qui décide ou pas de rajouter le const. Mais c'est l'idée, c'est de faire une fonction de type vers-type qui éventuellement rajoute const. Donc voilà comment on va le faire. Concrètement, c'est ça qu'il faut arriver à faire, mais qu'on ne veut pas dupliquer. C'est la sémantique. On veut dire qu'un visiteur, il prend en lecture-écriture et qu'un const visiteur prend en lecture seule. D'accord? Attention, les gars. Non, c'est reparti. Désolé. Mais il n'est pas loin. Alors, comment faire? Dupliquer le code? Non, mais ça ne va pas la tête, il en est hors de question, évidemment. Utiliser les macros, c'est pareil, hein, tu suis ton copain, tu sors aussi. Utiliser un langage pour générer du code, comme M4. Tu connais le chemin, vas-y, suis les autres. Il n'en est pas question. Et puis sinon, faire de la métaprogrammation. Eh oui, très bien, faire de la métaprogrammation. Et à quoi ça va ressembler? En gros, on voudrait arriver à avoir un paramètre de constitude et que ce paramètre de constitude s'applique à nilexp. D'accord? Bon, ça ne marche pas exactement comme ça en C++. Il faut trouver son chemin. Et trouver son chemin, c'est se dire qu'en réalité, on voudrait passer une fonction constNest qui prenne un type. Et dans le cas où je veux générer du const, me retourne const le type. Et dans le cas où je ne veux pas générer du const, il me retourne son argument. Autrement dit, c'est l'identité. D'accord?
Si je veux lecture-écriture, c'est l'identité. Et si je veux lecture seule, il doit me rajouter le const. Bon, évidemment, pour l'instant, ça continue d'être de la syntaxe invalide, mais avec la métaprogrammation, on peut exactement arriver à faire ça. On va utiliser deux traits, idThreads qui prend un type name t et qui me retourne le type name t, retourné au sens de la des threads, c'est-à-dire qu'il va me faire un using qui me donne le résultat, et puis celui qui constifie, il me rajoute le const. D'accord? Et au niveau de l'appel, il va simplement falloir dire je voudrais récupérer le type de int ou le constify threads, le type constifié. Ce qui vous donne ceci. Vous aurez remarqué que du coup, on a un truc qui est, enfin c'est pas souvent qu'on le fait, mais c'est pas non plus incroyable, mais on a un template qui est paramétré par un type templaté. D'accord? Ici, on est paramétré par une fonction entre les types, donc on est paramétré par quelque chose qui lui-même est un template. Et puis on s'en sert comme ça. Et aujourd'hui, en C++11, on ferait quoi? Une façon de sucrer ça. On n'écrit plus ça, c'est vraiment relou. Type name de const type. On utilise les using paramétrés de façon à s'économiser tout ce machin-là. Autrement dit, écrire un truc du genre const underscore t qui est un type paramétré, qui est un template de type, un type def paramétré en quelque sorte, qui représente ça, et cette fois-ci on peut écrire les choses de façon beaucoup plus légère et c'est normalement ce que vous avez dans votre compilo Tiger. C'est bon? Il ne me reste plus que 10 transparents, même pas, à faire avec vous. On y va? Alors, je les ai faits juste après le repas et juste avant de venir ici, donc il doit y avoir des erreurs dans tous les sens. Mais c'est juste pour vous donner une idée de où est-ce qu'on va maintenant avec les concepts en C++ et qu'est-ce qu'on pourrait avoir soit dans le 17, soit dans le 22. C'est mûr, donc normalement ça devrait pouvoir aller dans le C++ 17, mais bon, on verra. Voilà un exemple de sort aujourd'hui, sort que vous avez dans STL, il est marqué template type name t. Et puis après, quand vous allez lire la doc, sur t, il est marqué que on doit pouvoir faire des swaps sur le contenu, on doit pouvoir faire plus petit que entre le premier et le deuxième élément, etc. Donc un ensemble de requêtes. Et ces requêtes, ça fait que votre conteneur fournit ou remplit le contrat du concept dit conteneur triable, sortable container. Et plutôt que d'avoir simplement dans la documentation à côté la caractéristique de ce que c'est que sortable container, cette fois-ci, on va introduire véritablement la contrainte sortable container et on va laisser à la charge du compilateur de vérifier sortable container. Bon, en réalité, ça repose beaucoup sur des histoires de sucre syntaxique qui sont dépliées, cette proposition. Je voudrais en profiter pour Sutton et al. Le et al. Ici, il y a Strostrup et puis Gabriel Dos Reis. Les trois, ils ont l'habitude de travailler ensemble, mais Gabriel Dos Reis et Strostrup font partie vraiment des gens qui travaillent sur l'évolution du noyau C++. Assez peu sur la partie bibliothèque, mais beaucoup la partie noyau du langage. Ça signifie exactement la même chose que ceci. C'est-à-dire quand vous écrivez ça, en fait, c'est du sucre syntaxique pour en réalité faire type name C, requires, qui sera un nouveau mot-clé, requires de sortable container C. Alors ce truc-là, concrètement, qu'est-ce que c'est? Une fonction constexpr. C'est une fonction constexpr qui doit se débrouiller pour retourner true quand elle est vérifiée et false quand elle n'est pas vérifiée. D'accord? Bon, il va y avoir un petit peu de sucre syntaxique de façon à pouvoir vérifier cette fonction constexpr, mais on va continuer de voir quelques exemples. La voilà. Ici, ce serait de dire que mon individu est sortable, ce qui veut dire triable, ça n'a aucun rapport avec le fait d'avoir des copains présentables ou pas. Vous annoncez que c'est un concept, et puis ici, il y aura une fonction. Le concept qui est marqué là, c'est pratiquement la même chose que constexpr. Il faut ici qu'il n'y ait que des choses qui soient faisables compile time. Donc ici, vous annoncez qu'il faut se débrouiller pour que toutes les requêtes de sorte soient vérifiées. Et du coup, le coup classique où on aura sort qui va nous exploser dans l'implémentation de sort qui va nous exploser dans les doigts parce qu'on a appelé sort sur une liste qui n'était pas triable,
eh ben, on n'aura plus les problèmes qu'on a vus tout à l'heure. On aura un vrai message qui nous dira ici que, bah, désolé, sort n'est pas disponible. Il n'existe pas de surcharge de sort qui marche pour ton cas. Candidates are, et puis, bah, comme vous en avez l'habitude, hein, la liste de toutes les possibilités que le compilateur a écartées pour telle ou telle raison. Et ici, il vous dira quelles sont les raisons pour lesquelles le sort standard n'a pas été vérifié, c'est-à-dire que sortable n'était pas vérifié. Les contraintes sur les classes templates, on les écrira comme ça. Soit vous posez la même chose, on vient de le voir pour des fonctions. Là, c'était la fonction sort. Pour les types, ce sera la même chose. Soit la syntaxe légère, sucrée, soit la syntaxe où ici vous passez par les fonctions de vérification des concepts. Bon, ça c'est juste une trace dans mes transparents, le résultat du repas un peu trop terminé dans la joie. À l'intérieur des classes templates, ça ressemblera à ça. Enfin, je dis ça ressemblera, mais ce n'est pas comme ça qu'il faudrait que je dise les choses. À nouveau, c'est implémenté dans GCC et vous pouvez jouer avec ça en utilisant GCC 5 maintenant, 5.1. C'est disponible sur les branches expérimentales. Donc c'est du. Vous vous souvenez, je vous ai dit que les templates, on a mis très très longtemps à avoir un C++ 98 qui marche et qui soit implémenté partout. Ils ont bien compris qu'il fallait arrêter de proposer qu'il fallait arrêter de faire des propositions qui n'ont pas été testées auparavant. Donc maintenant, tout est testé auparavant et ça, tout ça, ça existe. Voilà. On peut aussi avoir des contraintes qui portent sur plusieurs types. Par exemple, find, si j'ai un certain conteneur ici et puis une certaine valeur que je recherche, ça paraît de bon goût que je puisse comparer le value type de mon conteneur avec l'individu que je suis en train de regarder. D'accord ? Donc là, on exprime le fait qu'on veut pouvoir comparer l'égalité entre le type du contenu de S et le type T. Il manque une virgule. Et puis voilà, donc soit la version sucrée, soit la version désucrée. Ça, c'est la meilleure partie, je trouve. C'est la version la plus enthousiasmante de leur proposition. C'est que ça va permettre de raffiner encore l'overloading. C'est-à-dire que ça vous fait aussi du enable if. Ça vous fait du enable if propre. Ici, par exemple, votre fonction advance, selon les différents types d'itérateurs, vous savez que advance peut avoir différents types d'implémentation. Soit je suis obligé de faire plus plusieurs fois, ou alors quand c'est un random access iterator, je peux carrément directement rajouter 10 si par exemple on fait advance sur mon itérateur. Enfin, déplacer votre itérateur ne marche pas de la même façon selon les types d'itérateurs que vous marchez. On pourrait avoir directement de l'overloading spécialisé. Ça, c'est un vrai bonheur qui est en train d'arriver. Et alors, comment on écrit les contraintes? Des exemples bien clairs. Voilà, par exemple, de dire que j'ai la possibilité de comparer par égalité le type T. Ça s'écrira comme ça. C'est une fonction constexpr, compile-time donc. Return require, nouveau mot-clé. Si j'ai une variable A et B qui sont toutes les deux de type T, je veux que déjà A égale B soit syntaxiquement correct. Déjà, mine de rien, ça signifie que ça, on a le droit de l'écrire. Donc, il existe un opérateur égal-égal. Vous remarquerez que ça résout aussi le problème de savoir si c'est une fonction membre ou une fonction libre, puisque vous écrivez juste la syntaxe qui vous intéresse, qu'importe que ce soit une fonction membre ou une fonction libre. Et puis, vous précisez en plus que le résultat, non pas est bool, mais est convertible en bool. Bon, une autre façon d'écrire les choses, si vous désucrez, la version précédente, c'est la version sucrée. La version désucrée, c'est exactement ça. C'est ici, j'affirme l'existence d'une certaine opération A égale B, et en plus, je vérifie que j'ai une conversion possible depuis le type de l'expression A égale B, et comment on récupère le type de A égale B grâce à decltype, et convertible en bool. Voilà, je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer en ce qui concerne le futur des concepts dans le C++ à venir. Et c'est vraiment la fin, j'ai vraiment rien d'autre à vous dire, quoi. Alors il y en a qui n'ont pas encore réalisé que j'étais encore en train de parler et qui pensent que c'était ce que je suis en train de faire dans le cours parce qu'ils sont en train de regarder leurs vidéos sur leur machine et ils n'ont pas encore compris. Mais les autres, ne faites pas de bruit, laissez-les travailler au fond. On va tous se barrer discrètement. J'ai vraiment fini. Sauf s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, ouais.
Je fais quoi dans quel majeur? Je ne fais pas de cours en majeur. Alors peut-être je ferai des cours l'an prochain, mais pour l'instant, il n'y a rien sur ma table. Peut-être des trucs sur les automates, ce serait pas mal que je fasse des trucs sur les automates. Je pense que vous n'en avez pas fait assez des automates. Alors, ouais. Si vous n'avez pas de questions, ouais. Par rapport au partiel en TILA et en profil, on aura ça comment? Ce sera Ça va passer comment? du mieux possible, j'espère. Ça, c'est la méta-réponse, ok. Mais je pense que c'est pas ça ta question. La question, c'est Hakim. Sachant que certains d'entre nous ont réussi à foirer le partiel de construction des compilateurs 1, et que donc concrètement, là, dans les 15 jours qui viennent, tu vas corriger rattrapage de construction des compilateurs 1, construction des compilateurs 2, typologie des langages, logique formelle, les projets de CXXA. La question c'est, Hakim, tu vas vraiment faire une épreuve autre que QCM? Et là, je te laisse imaginer la réponse. Honnêtement, non, j'ai vraiment pas le courage. Ce seront des QCM et j'ai injecté des questions nouvelles, bien sûr. Hein, j'ai rajouté quelques petites questions nouvelles par rapport aux années précédentes. Mais voilà, il n'y a pas, je crois pas qu'il y ait de surprise ou de truande ou je suis honnête. Hein, donc si vous n'aviez pas de questions, moi j'en ai une. Ou c'est une question ouverte. Vous n'êtes pas obligé de trouver une réponse maintenant. Après tout, vous pouvez avoir des réponses à formuler par le biais d'un mail. Est-ce qu'il y a des sujets que vous avez trouvé trop traités et il aurait fallu faire autre chose? Est-ce qu'il y a des sujets que vous auriez voulu voir traités qui ne l'ont pas été? Ou, enfin voilà. Est-ce qu'il y a, si on fait un bilan de cette année sur construction des compilateurs et TILA, qu'est-ce qu'il faut que j'en retienne moi? À part donc votre propension à répondre à mes questions. Alors honnêtement, j'adorerais répondre à ta question, c'est quel est le futur des langages? Il y a une réponse qui me vient en tête, il faut que je la mentionne tout de suite. Elle va certainement en faire rigoler plein. Moi, ça va moins me faire rigoler, parce que j'ai déjà rigolé largement suffisamment quand je l'ai lu la première fois. Mais il y a un article magnifique de la communauté Lisp qui, après leurs 50 ans, Lisp est quand même un des tout premiers langages. Hein, c'est la fin des années 50, c'est vraiment respect. Honnêtement, c'est probablement... Même Fortran, ils ont vachement changé et dénaturé leurs origines. Lisp, c'est le langage qui a la plus grande longévité et qui a le plus sans être compromis dans quelque chose d'autre. Donc ils sont vraiment très cohérents avec eux-mêmes, etc. Et il y a un article tout à fait sérieux de quelqu'un qui réfléchit, alors, quel serait le bon langage pour dans 50 ans? La réponse est... C'est Lisp, bien sûr. Hein, donc voilà, c'est la façon de penser des Lispiens. C'est ça fait 50 ans qu'ils ont raison et dans 50 ans, ils auront encore raison. Bon, ok. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, quels seront les langages? Honnêtement, je ne sais pas. Il y a des trucs qui ont l'air vachement excitants dans Rust. Il y a des trucs qui sont vachement excitants dans Go. Swift, j'en ai aucune idée, il est sur une niche, donc je ne sais pas, il ne va certainement pas s'échapper du monde Apple, donc je ne sais pas s'il prétend à cette compétition, et il est vachement dynamique. Il n'est pas du tout sur le même créneau que des choses comme C++ ou comme Rust. Qui c'est qui va prendre la place? J'en sais rien. Il y a quelques années, il y avait certainement une place à prendre, mais je crois que les gens du C++ ont senti le vent du boulet. Ils sont réveillés à temps, ils sont en train de rénover le langage, quelque chose d'assez extraordinaire. Peut-être qu'il va arriver à garder sa place, mais je ne sais pas. À chaque fois que j'ai fait des pronostics comme ça, j'ai eu tort, donc j'ai même pas envie d'en faire à nouveau, quoi. Et je pense que si à 50 ans j'étais là et qu'on m'avait demandé le futur de Lisp, j'aurais fait... Et tu vois, 50 ans plus tard... Cela dit, la vraie bonne réponse à ta question, c'est vous... Restez vigilants. Regardez ce qui se passe. Bon. Ce serait une erreur de pas... J'espère que vous avez tous suivi le cours de Didier sur Haskell. Oui.
C'était Lisp et Haskell. Mais voilà, restez vigilants sur ce genre de cours parce qu'il y a des choses à apprendre dans le monde Haskell. Regardez ce qui se passe du côté et Lisp. Dans le monde Lisp et Haskell, il y a des choses à découvrir. Regardez ce qui se passe du côté de... Devenez pas des professionnels de Rust et de Go, mais regardez un des deux et essayez de vous investir dans l'un des deux et de savoir faire des choses vraiment, quoi. Go, il y a quand même des trucs comme Docker qui sont écrits en Go. C'est pas un langage joué. Il y a des projets majeurs écrits en Go déjà aujourd'hui. Mais j'ai répondu à ta question et je ne suis pas sûr d'avoir répondu. Vous, est-ce que vous répondez à la mienne là? Vous connaissez mon adresse, hakim@lrde.fr. Si vous avez des commentaires, vous les envoyez. Et puis n'hésitez pas à redoubler pour regarder si l'an prochain j'ai tenu compte de vos commentaires. Bon, ben, ce fut un plaisir. Je vous souhaite une bonne fin d'année, des joyeux partiels et peut-être un peu de vacances plus tard.